Célébrez, célébrez, célébrez. Jacques Tiwa, Jacques Tiwa, Jacques Tiwa, eh. Célébrez, célébrez, célébrez. Jacques Tiwa, Jacques Tiwa, Jacques Tiwa, eh. Chers compatriotes, chers amis de l'UPC Vanidem, l'UPC des fidèles, fidèles à Moumié, Wandié et tant d'autres qui ont donné leur vie pour le Cameroun, l'UPC vous dit bonjour. Nous poursuivons avec l'histoire de l'UPC et nous sommes toujours dans la tranche de vie de ce parti qui va de sa création en 1948 à son interdiction en 1955. Nous allons parler aujourd'hui de l'enjeu qui consiste pour ce parti de s'impliquer dans la lutte du combat panafricaniste. D'abord un mot sur le panafricanisme. Le panafricanisme, ce n'est pas ressasser la gloire passée de l'Afrique et des Africains. Le panafricanisme, c'est fondamentalement deux choses qu'il faut s'appliquer à exprimer simplement afin que les populations en fassent vraiment leur affaire. Quelles sont-elles ces deux choses? Premièrement, le panafricanisme consiste à travailler pour réparer ce qu'on a imposé et qui divise les Africains. Dans ce registre, il y a au premier rang l'abolition des frontières héritées de la colonisation. Cette chose doit avoir une force dans les consciences, à tel point que les Africains ne doivent plus jamais élire un président qui ne dit rien dans son programme de candidat de ce qu'il compte entreprendre une fois au pouvoir auprès de ses pairs africains, auprès d'instances diverses en Afrique et dans le monde, auprès des populations, bien entendu, de ce qu'il compte entreprendre pour aller vers l'abolition de ces frontières. Ne faisons plus confiance aux présidents qui sont assez satisfaits de jouer les roitelets dans des micro-États où ils deviennent des dictateurs et des détourneurs d'argent, eux et leur entourage. Deuxième idée qu'il y a dans le panafricanisme, le panafricanisme, c'est ici et maintenant le souci constant chez les militants progressistes de coordonner leur lutte nationale respective, afin d'être plus efficaces face à l'adversité qui leur est faite et en vue de leur objectif commun, les États-Unis d'Afrique. Voilà les deux grandes idées qu'il y a dans le panafricanisme. Et tout le monde peut les comprendre. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour ça. Revenons maintenant à ce combat panafricaniste de l'UPC entre 1948 et 1955. Dans le contexte des luttes africaines pour l'émancipation du joug colonial, est apparue la nécessité de coordonner, voire d'unir les luttes. Lorsque l'UPC est créée en 1948, l'organisation qui incarne aux yeux des Africains cette volonté de coordination
et d'unité des luttes est le Rassemblement démocratique africain, créé, lui, 2 ans plus tôt, au congrès de Bamako en octobre 1946. En novembre 1948, Nyobe devient secrétaire général de l'UPC, après les départs successifs des 2 premiers à ce poste, à savoir Léonard Bouli et Étienne Libaye. C'est donc au titre de secrétaire général de l'UPC qu'en janvier 1949, Nyobe est présent au 2e congrès du Rassemblement démocratique africain, congrès qui se tient à Abidjan. À l'issue de ce 2e congrès, Nyobe devient l'un des vice-présidents relevant d'une représentation territoriale du Rassemblement démocratique africain. Voici une organisation supranationale, panafricaniste, créée par des Africains des colonies et des territoires sous tutelle de la France, et qui ne se place pas sous l'obédience du pouvoir colonial. Pour la première fois, depuis bien longtemps, les Africains entreprennent de construire quelque chose ensemble pour s'émanciper du joug colonial. Cela ne va pas sans difficulté, comme on s'en doute. Comme nous l'avons dit dans un précédent entretien, le pouvoir colonial est d'entrée de jeu opposé à l'existence de toute organisation qu'il ne contrôle pas. Et il fait tout pour anéantir cette organisation dès sa création. Donc en France, le pouvoir français entreprend de mettre les bâtons dans les roues pour que le RDA, le Rassemblement démocratique africain, ne voit même pas le jour. C'est ainsi que certaines figures en vue, telles Lamine Gueye, telles Léopold Sédar Senghor, alors qu'ils sont signataires du manifeste qui appelle au congrès de Bamako, alors qu'ils ont signé ce manifeste en disant « il nous faut organiser un congrès panafricain », quand le pouvoir français leur met la pression, comme on dit aujourd'hui, eh bien, ils boycottent le congrès. C'est ainsi que d'autres entraves sont faites pour que ce congrès ne se tienne pas, notamment pour empêcher le déplacement des délégués qui doivent aller à Bamako. Le pouvoir colonial allant jusqu'à confisquer les contributions financières qui sont faites pour que les délégués se déplacent. Enfin, Houphouët-Boigny lui-même, qui sera élu à la tête du Rassemblement démocratique africain à l'issue du congrès, Houphouët-Boigny lui-même ne réussit à arriver à Bamako que grâce au coup de force décisif de Charles Tillon. Qui est Charles Tillon? Charles Tillon est un ancien résistant communiste pendant la dernière guerre mondiale. Après la guerre, il devient ministre de l'air, puis ministre de l'armement, puis ministre de la reconstruction. Tout cela a lieu pendant cette courte période où la France et les institutions françaises affichaient leur reconnaissance pour le rôle que le Parti communiste français a joué dans la résistance française pendant la guerre.
C'est donc Charles Tillon, ministre communiste, qui affrète un avion spécial pour que Houphouët-Boigny puisse être présent au Congrès à Bamako. Malgré toutes les manœuvres dont nous venons de parler, le Congrès de Bamako finit par se tenir du 18 au 21 octobre 1946, en présence de 800 délégués. C'est un événement considérable. Même en tenant compte des taupes que l'administration en général met dans ce genre d'assises, on peut dire que c'est un événement considérable. Pour la première fois, depuis bien longtemps, les Africains du nord au sud et de l'est à l'ouest sont ensemble. Le succès du Congrès montre le potentiel des forces africaines qui sont alors en rupture avec le système colonial. Évidemment, cela déplaît à ce système colonial. Revenons un moment sur le coup de force de Charles Tillon. Pendant la dernière guerre, le Parti communiste français a été l'un des rares partis français à prendre part à la résistance contre les Allemands, à prendre part en tant que parti dans la résistance contre les Allemands. Ce rôle reconnu par tous lui vaut, au sortir de la guerre, d'être au plus fort de son audience. Or, ce parti affiche des positions contre la poursuite de la colonisation. En France métropolitaine et dans les territoires africains, le Parti communiste français est l'un des rares partis à soutenir les luttes des Africains. C'est ainsi donc qu'on peut voir un Charles Tillon, ministre, se fâcher des manœuvres auxquelles se livre le gouvernement dont il fait partie pour empêcher la tenue du congrès de Bamako, et Charles Tillon prend sur lui d'affréter un avion afin que Houphouët-Boigny puisse se rendre à ce congrès. Cette implication du Parti communiste français pour la cause des colonisés fait qu'en 1947, un an après le congrès de Bamako, le Rassemblement démocratique africain prône l'alliance avec le Parti communiste français comme une chose qui va de soi. Cet apparentement de l'organisation africaine avec le Parti communiste français relève donc d'une solidarité nécessaire entre les Africains en lutte et les Français en lutte contre le système colonial. Hélas, 3 ans après, en octobre 1950, sous la pression du gouvernement français, sous les tracasseries et brimades des administrations françaises en Afrique, et sans doute aussi sous l'emprise des calculs personnels, Houphouët-Boigny rompt l'alliance du Rassemblement démocratique africain avec le Parti communiste français. Dans un livre écrit bien plus tard, François Mitterrand se vantera d'être celui qui aura amené Houphouët-Boigny à renoncer à l'alliance avec le Parti communiste français. Alors que lui, François Mitterrand, occupait à Paris le poste de ministre de la France d'outre-mer, en somme le ministre des colonies. Nous voyons donc que nous les Africains, nous étions en guerre contre un ennemi, le pouvoir colonial français. À l'intérieur même du camp de cet ennemi, nous avions un allié,
qui était contre les vues coloniales de la majorité du gouvernement. Et cet allié, c'était le Parti communiste français. Puis, soudainement, du côté africain, nous décidons de rompre cette alliance. Le résultat est que nous affaiblissons aussi bien la lutte des Africains que la lutte du Parti communiste français contre le pouvoir qui veut continuer la colonisation en Afrique. Cela amène l'UPC et quelques autres partis africains à dire qu'il ne faut pas rompre avec le Parti communiste français parce que c'est le seul allié que les Africains avaient alors dans l'antre même du colonialisme, à savoir en France. Et que rompre, c'est nuire aux intérêts bien compris et du Parti communiste français et des militants du Rassemblement démocratique africain. En 1951, l'UPC rejette donc la position de Houphouët-Boigny et maintient ses liens avec le Parti communiste français. Cela donne aussi du grain à moudre à l'administration française au Cameroun et singulièrement à l'Église catholique d'entrer dans la campagne selon laquelle l'UPC serait un mouvement communiste. Entrer en dissidence avec la direction du Rassemblement démocratique africain, l'UPC est exclu par le comité de coordination qui se réunit à Conakry le 2 juillet 1955. L'UPC est exclu du Rassemblement démocratique africain. Retenons cette date du 2 juillet 1955. C'est exactement 11 jours avant que le gouvernement colonial français ne prenne un décret d'interdiction de l'UPC le 13 juillet 1955. On voit bien que le gouvernement français a d'abord demandé à ses alliés africains de commencer le sale boulot, de bannir l'UPC. Après quoi, ce gouvernement a terminé la besogne le 13 juillet 1955 en s'abritant derrière l'idée que les Africains eux-mêmes avaient trouvé l'UPC infréquentable. Vous connaissez la suite. L'année suivante, en 1956, Houphouët-Boigny deviendra ministre en France. Et puis, à partir de là, vous avez suivi sa longue carrière présidentielle, carrière d'un homme au service de la France coloniale. Malgré son exclusion du Rassemblement démocratique africain, l'UPC continuera longtemps encore à mentionner dans ses documents quelle est la section camerounaise du Rassemblement démocratique africain. Dans cette première période de la vie de l'UPC, nous avons vu comment elle a travaillé à insérer son action dans le cadre d'une coordination des luttes africaines, dans le cadre d'un travail au coude à coude avec les autres militants africains, ce qui est, comme nous venons de le dire au début, l'une des deuxièmes idées fondamentales du panafricanisme. Travailler en coordination avec les autres militants progressistes africains. Nous reviendrons dans les autres périodes de la vie de l'UPC, nous reviendrons sur cette constance de l'enjeu panafricain pour le parti de de Moumié et de Wandi. Travailler à coordonner les luttes avec d'autres mouvements, d'autres forces progressistes africaines.
Chers compatriotes, chers amis de l'UPC Manidem, en avant avec la transition politique, en avant avec l'UPC Manidem, vive le Cameroun, vive l'Afrique. Merci de votre attention. Célébrez, célébrez, célébrez. Jacques Tiwa, Jacques Tiwa, Jacques Tiwa, eh. Célébrez, célébrez, célébrez. Jacques Tiwa, Jacques Tiwa, Jacques Tiwa, eh.